Le calendrier. Vous voyez derrière moi, il y a les images de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. C'est un calendrier infernal. Est-ce qu'on a vécu une telle concentration dans le temps d'épisodes politiques aussi denses, d'une telle nature? 3 semaines de campagne entre 2 élections nationales. C'est spectaculaire déjà, mais la suite déjà aussi donne le tournis. Jade, rejoignez-nous. Vous avez tenté de reconstituer ce calendrier politique pas comme les autres. Tout commence avec la démission du gouvernement. La démission du gouvernement qui doit normalement être remise dans les 24 à 48 heures qui suivent le second tour. Alors c'est une démission de courtoisie, c'est-à-dire que tout cela relève uniquement de l'usage. Rien n'est écrit et cette démission a lieu quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que même si Emmanuel Macron décidait de maintenir Gabriel Attal à Matignon, il devra quand même remettre sa démission. Vient ensuite, et cette fois c'est constitutionnel, la mise en place de la nouvelle Assemblée. C'est un exercice, vous allez le voir, très codifié, qui est encadré par l'article 12 de la Constitution. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le 2e jeudi qui suit son élection. Donc la mise en marche de cette nouvelle Assemblée est fixée et ce sera le 18 juillet. Et ça commence par l'élection forcément du nouveau président ou de la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale à 15h précisément, puis avant 18h, la constitution officielle de tous les groupes politiques qui vont constituer cette Assemblée, qui devront donc remettre la déclaration qui fonde leur existence et avec ça, le nom de leurs membres et de leur président. Dès le lendemain, 19 juillet, l'Assemblée nationale désignera ceux qui constitueront la plus haute instance politique de l'Assemblée, à savoir les 6 vice-présidents, les 3 questeurs et les 12 secrétaires. Le même jour, les députés de la nouvelle Assemblée seront répartis dans les 8 commissions, finances, affaires sociales, etc., avant de se réunir pour la première fois le lendemain, le 20 juillet. Ce qui veut dire que techniquement, à cette date-là, la nouvelle Assemblée devrait être sur pied, et tenir sa première session qui s'ouvrira, là aussi c'est l'article 12 de la Constitution qui le prévoit, pour une durée de 15 jours. Ce qui signifie donc que les députés siégeront a priori au moins jusqu'au vendredi 2 août. Je vous dis au moins parce que ça peut être prolongé par décret. Qui dit vendredi 2 août dit en plein Jeux Olympiques, ce qui veut dire qu'a priori, les députés siégeront en plein milieu des Jeux Olympiques, alors qu'à priori, alors que ça ne devrait pas être le cas. Merci beaucoup, Jade. Je voyais vos mines, vos mous, pendant que Jade égrenait ce calendrier. C'est fou. Et vous vous êtes arrêté au 2 août. 3 petits points à suivre. Sans doute. C'est fou, puis c'était pas prévu. C'est-à-dire que avant, il y a quelques semaines, Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher, donc les 2 présidents des 2 chambres, avaient prévu que le Parlement s'arrêtait autour du 14 juillet parce que du fait des Jeux Olympiques, c'était très compliqué aussi pour les parlementaires d'accéder à l'Assemblée, exactement, et au Sénat. Donc déjà, ça c'était prévu. Donc tous les parlementaires se disent, bon, il faut revenir. Ça va être très compliqué, on ne sait pas exactement. C'est un peu un flou quand même, l'après 7 juillet, comment ça va se passer. Et sachant que le 18 juillet, donc le jour où on aura un nouveau président, une nouvelle présidente de l'Assemblée nationale, on a la même chose au Parlement européen. Donc, on a la constitution de 2 exécutifs majeurs pour notre vie politique en même temps avec les Jeux Olympiques et le monde entier qui nous regarde. Le monde entier qui nous regarde. Emmanuel, merci de cette pression. Emmanuel. Non, moi, je pense qu'il y a une question qui se pose, qui est que le calendrier que vous avez très clairement décortiqué, ce sera probablement le calendrier si une force unie a la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il y a un scénario qui est assez vraisemblable, c'est que le 8 juillet, on s'empoigne pour décider de quelles sont les majorités possibles et que probablement tous ces postes, à commencer par celui du Premier ministre, dont découle tout le reste en fait, parce qu'il faudra ensuite se répartir les postes, voilà, tout ça risque de voler en éclats avec une majorité introuvable, en tout cas avec des conflits sur la majorité. Et donc 10 juillet, c'est théorique, vous dites ? Alors, en fait, on est vraiment en train de faire un saut dans l'inconnu depuis l'annonce de la dissolution. Et à mon avis, on le verra le 8 juillet. Ouais. Si y a là, on est dans le scénario possible, certains disent probable, où il n'y a pas de majorité, donc il y a une tentative éventuellement du côté de l'exécutif, enfin du président, de faire une coalition. Alors on dit de Xavier Bertrand à Raphaël Glucksmann, bon, à condition qu'elle ait au moins 200 ou 250 députés, sinon on ne voit pas très bien. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça ne se fait pas en 24 heures, donc on peut imaginer, c'est vrai que Attal est obligé de présenter sa démission, mais qui peut continuer à expédier les affaires courantes. De Gaulle, après la censure, De Gaulle a gardé Pompidou.
Alors il a fait un référendum, une dissolution, etc. En 62, mais Pompidou est resté jusqu'après les élections législatives avant d'être renommé. Mais il expédiait les affaires courantes. Et nous sommes avec Marianne Cohandet. Merci d'être avec nous. J'ai beaucoup de questions. Vous êtes professeure de droit constitutionnel à Paris-Sorbonne. Merci d'être avec nous, Madame Cohandet. D'abord, Patrice disait Gabriel Attal, il peut effectivement expédier les affaires courantes. Est-ce que le calendrier parlementaire doit absolument se coordonner avec la formation d'un gouvernement? Je ne sais pas si vous comprenez ma question, mais si on n'a pas de nouveau gouvernement, on ne trouve pas de Premier ministre, qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée pendant ce temps-là? Rien. Tant qu'on n'a pas de Premier ministre, on n'a pas d'élection, évidemment, du président de l'Assemblée, ni quoi que ce soit. Alors d'abord, il faut se souvenir que, comme ça a été rappelé, cette première session est une session de 2 semaines. C'est une session très brève. Donc pendant ces 2 semaines-là, on peut penser que si on a une majorité absolue, effectivement, la situation est simple. Le leader de cette majorité absolue sera nommé Premier ministre et les choses iront assez vite. Après, ce n'est pas forcément un bazar invraisemblable. Il faut voir que pratiquement tous les pays de l'Union européenne ont des scrutins proportionnels et donc n'ont pas de majorité évidente au lendemain des législatives. Et donc, dans la plupart des pays de l'UE, on passe des semaines, voire des mois, là ça devient un peu plus embêtant, à trouver un gouvernement de coalition. Mais il vaut mieux prendre le temps d'établir une coalition solide, un gouvernement solide qui demande la confiance sur son programme, plutôt que de bousculer les choses et de risquer une crise juste derrière. Alors c'est vrai que c'est pas du tout notre culture, on le rappelle souvent. Mais donc on passerait, c'est un exemple intéressant l'Allemagne, on passerait 3 mois, il y aurait 3 mois pour établir un programme de gouvernement entre les différents partis qui pourraient se retrouver d'accord pour gouverner. Qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale pendant ce temps-là? Il y a une obligation aussi sur le budget. Et par ailleurs, il y a un problème de dépenses, de recettes. Alors, il peut être voté jusqu'au 31 décembre, oui, le budget. Mais effectivement, il y a un problème de sous. Mais qu'est-ce qui se passe au Parlement pendant qu'on discute? Alors, de toute façon, le Parlement n'est pas en session pendant l'été. Les sessions parlementaires vont du 1er jour d'octobre jusqu'au 1er jour ouvrable de juin. Donc, en principe, le Parlement ne siège pas pendant cette période-là. Il y aura une session extraordinaire. Mais si, Sylvain Bourmont. À la suite d'élections, il peut y avoir des sessions extraordinaires. Je veux dire, sans revenir au 4 août de la Révolution française, le 4 août 1981, je m'en rappelle parce qu'elle a été votée une loi très importante, la loi sur le prix unique du livre, dite loi Lang. Elle date du 4 août. Donc le 4 août 1981, la gauche venait de remporter l'élection législative, elle votait des lois. Session extraordinaire. Une session extraordinaire parce qu'un gouvernement venait d'arriver. Toutes les dernières années, de toute façon, tous les étés, on a eu. Et là, s'il est d'accord, ah bah oui. Et là, vous avez vu le programme du nouveau Front Populaire, par exemple, ils insistent sur les 100 premiers jours, sur leur capacité à faire voter des textes très rapidement. Donc, inutile de dire que si ils ont une majorité, le Parlement sera au travail. Et j'imagine exactement la même chose dans d'autres... ils ont une majorité absolue. Mais ça, on n'était pas dans ce cadre-là, on était dans le cadre de la majorité relative. Déjà, l'Assemblée nationale a du travail à faire pour elle-même, sans parler du gouvernement. Il lui faut élire son président, il lui faut élire les vice-présidents, les différents postes c'est de l'Assemblée. intéressant. C'était ma question. Bien sûr, indépendamment chaque groupe parlementaire... du fait qu'on n'aura pas de gouvernement. Mais bien sûr, chaque groupe parlementaire doit élire son président, etc. Enfin, il y a énormément de travail parlementaire à faire, indépendamment de la question du pouvoir exécutif. On a tendance à ne pas considérer ça comme quelque chose d'important en France. Mais ça l'est. Bien sûr. Oui, vous avez raison, c'est obligatoire, mais ça va assez vite. Ça se fait en quelques jours. Donc, mais ça permettra déjà de clarifier quel personnel politique. Oui. Ça se fait en quelques jours dans les cas précédents. C'est-à-dire que là, a priori, le président ou la présidente de l'Assemblée nationale, sauf majorité absolue, sera peut-être élu qu'au 3e tour. C'est-à-dire que chaque groupe va présenter son candidat. Au début, on va regarder qui a le plus de voix, on va refaire des tours. Et tout va être quand même un peu plus lent. Si, encore une fois, on verra les résultats, mais si c'est pas très clair dans les gens. Et ce sera présidé par le doyen ou la doyenne, le temps de trouver un vrai ou une vraie présidente. Qui sera le doyen, on verra ça. Mais ce ne sera pas Frédéric-Édouard Dupont qui... Je vais assumer d'être celui qui met des points d'interrogation, mais pardon, même la question des groupes parlementaires, elle n'est pas claire. Qui va siéger dans quel groupe dépendra de quel accord ou pas on trouve les frontières pour gouverner. Quand on voit ce qui se passe chez les Républicains et quand on voit ce qui commence à se passer chez les Insoumis, il va y avoir aussi des discussions
discussion sur de quoi seront composés les groupes. Donc, vous aviez eu raison de rappeler que dans d'autres pays d'Europe, on sait faire ça. C'est même la culture. Vous avez dit, Elisabeth, c'est pas la culture. En Belgique, donc, ça c'est dure, pas des du mois et tout des la culture en France. Et à ça s'ajoute qu'on a un système avec 3 pôles, plus les LR, dont on ne sait pas très bien où ils se situent. Mais entre ces 3 pôles, on cultive la détestation. C'est pas qu'on se déteste, les gens se détestent pas individuellement, mais on met en scène le caractère absolument inacceptable des 2 autres. Donc, aller trouver des coalitions dans ces conditions-là, je pense que ce sera un tout petit peu plus compliqué qu'entre le SPD et la CDU-CSU en Allemagne.